Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que du numéro 10 Agile. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'ai un invité que j'adore, que je suis depuis un mois sur LinkedIn. C'est le product manager le plus californien de France. Stéphane, est-ce que tu veux te présenter rapidement ? Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que je vais me présenter rapidement ? Bah oui, bien sûr, avec plaisir. Donc Stéphane Delbecq, 48 ans au moment où on se parle. Ça commence à faire un peu. Ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille dans la tech. J'ai une connexion Internet à la maison depuis 1996, hein, ça c'est pour les autres qui savent que il y a eu un siècle avant le 21e. Et donc là, je fais du product management depuis une vingtaine d'années et à mon compte depuis 4 ans à peu près. Et aujourd'hui, je me spécialise un peu plus dans tout ce qui est accompagnement des gens et des organisations. Donc plus sur le coaching de carrière et le coaching d'organisation sur la base des quelques années d'expérience dans la Silicon Valley et en France. D'accord. Tu peux te rappeler, c'est quoi un peu le product management ? Je veux pas rentrer dans le débat product manager. Non, on peut parler de ça. Qu'est-ce que c'est que le product management ? C'est la capacité à comprendre des besoins des utilisateurs, à formuler une réponse ou des réponses appropriées, à délivrer ça aux utilisateurs pour que ça leur apporte de la valeur et que ça génère de la valeur aussi pour le business. Donc c'est un rôle très central, je pense, et nous pensons, qui va parler avec le marketing, les sales, la DRH, la tech évidemment. La tech, ce sont nos amis, ce sont nos meilleurs amis, et toutes les fonctions d'entreprise. Et donc voilà, on est là, on doit comprendre et délivrer de la valeur au business et aux utilisateurs. Ben là, tu me tends la perche. Moi, j'ai envie de t'amener sur un sujet sur le product management. Forcément, il y a des obstacles en entreprise. Oui. Comment tu fais pour les dépasser ? Déjà, si on peut dire, il y a 5 obstacles majeurs au product management en entreprise, selon moi, et puis après, on peut en parler. Le premier, c'est que il y a une gouvernance d'entreprise qui n'est pas adaptée, selon moi. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, il y a une différence entre la vision de la société et la vision produit. Parfois, même, il n'y a pas de vision de société ou pas de vision de produit, ou elles sont décalées. La deuxième chose, c'est on ne sait pas où mettre cette espèce de nouveau métier là. Le produit, qu'est-ce que c'est ? Où est-ce qu'on le met ? Est-ce qu'on le met au marketing, au digital, à l'innovation, à l'IT ? On ne sait pas trop. Et puis, il peut y avoir aussi un pilotage héroïste, un pilotage financier, parce que c'est considéré comme un centre de coût. Et on va dire, ok, qu'est-ce qu'on fait ? On dépense beaucoup d'argent, il y a des salaires qui partent dans ces gens-là, dont on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et on va essayer de trouver ce qu'on peut en faire. Donc, selon moi, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour lutter contre ça, et puis tu me diras ce que tu en penses. Déjà, c'est trouver un alignement du management au niveau du CODIR, du comité de direction. Après, moi, ce que je recommande aussi, ce que je préconise, c'est instaurer ce qu'on appelle les OKR. Donc, c'est un framework avec des objectifs et des résultats spécifiques pour aller chercher de l'impact. Et l'intérêt de ça, c'est que c'est un outil qui permet d'aligner aussi sur les objectifs communs. Et puis, si on n'y arrive vraiment pas, c'est partir des initiatives, partir de ce qui est prévu dans la roadmap, et puis essayer de reconstruire une stratégie. Et pour tout te dire, ça là précisément, je l'ai fait la semaine dernière en coaching avec un CPO qui n'avait pas d'alignement entre la vision stratégique et la vision produit. Ça me plaît, c'est ce que tu dis là. Moi, dans les équipes que j'ai accompagnées, tu vois, moi je suis Scrum Master, je suis dans l'agilité, et mon domaine, c'est la conduite du changement, tu vois. Et dans la conduite du changement, tu vois, le point de souffrance que je vois dès le départ, tu vois, c'est l'IT, tu vois, c'est un centre de coût en fait.
Et ça, quand tu démarres comme ça, tu vois, je dis pas que tu démarres mal, tu vois, c'est normal. Enfin, c'est l'ancienne culture. Enfin, voilà, des fois la culture d'entreprise, elle est forte, elle a toujours été comme ça, et c'est compliqué à dépasser ça, tu vois, parce que Stéphane, on va se dire les choses. Les gens de l'IT, il y a plein de gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Et ouais. Ouais, c'est ça. Et en plus, il y a de plus en plus de profils différents au niveau de l'IT. Il y a des gens qui aiment le business, qui le comprennent, qui vont le chercher. Il y a ceux qui préfèrent être en mode réalisation, à qui on doit dire ce qu'il faut faire, et qui vont le mettre en place et qui ne demandent pas plus. Il y a ceux qui sont extrêmement curieux, qui vont les chercher, les nouvelles les initiatives, les innovations, les nouveaux outils, les nouveaux frameworks, qui vont avoir envie de tester des choses. Bref, et tout ça, ça coûte des sous, et on voit pas forcément, si on a une dimension très héroïste, on voit pas ce que ça rapporte. Alors qu'un commercial, on sait ce que ça rapporte. Alors qu'une campagne marketing, on sait ce que ça rapporte. Donc c'est compliqué. Le deuxième sujet, le deuxième obstacle majeur, c'est celui que je décris comme étant le manque de compétences disponibles. Et je me suis amusé pour un post LinkedIn il y a quelques mois à regarder s'il y avait des Chief Product Officer, des CPO au COMEX des sociétés du CAC 40. Et en fait, il n'y en a pas. Et il y a des Chief Financial Officer, il y a des Chief Technology Officer, il y a des Chief Marketing Officer. Tout ça, ce sont des métiers qu'on connaît, des métiers qui existent depuis longtemps. Et les métiers de produit n'existent pas depuis longtemps. Et c'est mon deuxième point, c'est que c'est une discipline nouvelle, le product management. Et donc, comme c'est une discipline nouvelle, eh bien, on n'a pas les compétences en masse, qu'on peut pas l'avoir le marketing, à la finance ou même à la tech ou au commercial. Et comme il y a un déficit de compétences, on va les chercher. On va chercher chez dans des entreprises de consulting, dans des sociétés de services, etc. Et donc tout ça, ça ne permet pas de faire émerger énormément de grands leaders, ou hommes ou femmes, pour ces postes à responsabilité, et encore plus de décrire ce que c'est que le produit dans une entreprise. Donc c'est pour ça que je dis les compétences ne sont pas nécessairement disponibles. Ça se manifeste depuis la base. Il faut former massivement des personnes au product management, et c'est ce que j'essaie de faire petit à petit. Il faut essayer d'expliquer, de continuer à évangéliser ce que c'est que le product management. Et là, et merci de me donner la parole pour ça, Christophe, ça permet de le faire un peu, et de faire émerger des CPO avec 15 ans, 20 ans d'expérience, pour que dans les boîtes du CAC 40, enfin, on puisse avoir une fonction produit qui soit identifiée, qui puisse représenter les clients, qui puisse faire le lien, comme je l'expliquais tout à l'heure, entre les différentes fonctions d'entreprise, et délivrer cette valeur pour tout le monde, y compris la partie financière. Ouais, c'est super important ce que tu dis là. En fait, tu vois, il faut clairement briser les silos, tu vois. Il n'y a pas la partie tech d'un côté et la partie client business d'un autre côté. Il faut réunir tout ça et d'avoir des gens justement formés qui essaient de faire le lien entre tout ça, tu vois. Et même avec, comme tu disais, avec des OKR, parce que des fois, ouais, j'avais des clients, tu vois, voilà, bon, les mecs, ils arrivent, nouveau poste sur ce produit-là, donc ils veulent lancer des nouvelles features, enfin des nouvelles fonctionnalités, tu vois. Et c'est quoi l'impact, tu vois? Ça fait quoi? Ça fait gagner de l'argent, ça fait gagner du temps pour l'utilisateur final, tu vois? Et des fois, t'es pas capable de répondre, tu vois? Mais le but, c'est pas de leur sauter dessus et leur dire: «Ah bah non, on fait pas parce que le besoin est pas clair ou il y a pas de les bénéfices récoltés sont pas clairs», tu vois? C'est se dire: «OK», c'est de leur poser des questions, un peu de faire des ateliers et un peu les challenger, hein, pour qu'ils. C'est ça, c'est ça. Et par exemple, quelques solutions qu'on peut mettre en place pour cet obstacle-là. Le premier, ça sera l'internalisation des compétences clés, parce que c'est bien de s'appuyer sur des compétences externes, c'est rafraîchissant, et parfois sur des moments, sur des missions, sur des éléments très chronophages ou avec une deadline, ça peut être avec une date, ça peut être nécessaire. En revanche, ces compétences-là, si elles sont cœur, il faut les internaliser. Il faut pouvoir capitaliser dessus et les faire grandir. Dans une des boîtes du CAC 40 avec laquelle j'ai travaillé il y a peu de temps, c'était même au cœur de la stratégie 2024. Dans les 5 piliers 2024, il y a internalisation des compétences clés. Le deuxième, c'est ce que le reskilling, ça va parler à nos amis des RH. Donc, c'est prendre les collaborateurs actuels, voir quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs connaissances, et les équiper de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Donc, c'est pas aller chercher des nouvelles personnes, mais c'est plutôt s'appuyer sur les gens en interne qui ont la connaissance du marché, de la société, et leur ajouter des nouvelles cordes à leur arc. Ça, c'est essentiel. Et puis, il y a aussi évidemment un accompagnement individuel et ou collectif, un coaching, un mentoring, etc., qui peut être mis en place pour aider à comprendre. Et ça, typiquement, tu le fais, je suppose, je le fais, d'autres le font. C'est extrêmement puissant. Donc ça, c'est pour le deuxième point, qui était des compétences indisponibles. Le troisième point, il va parler à tout le monde, vraiment. C'est celui du passage de la gestion de projet à la gestion de produit. Dans beaucoup de sociétés, notamment quand elles ne sont pas
natives digitales, c'est-à-dire que lorsqu'elles avaient du business avant que la révolution d'Internet, du mobile et maintenant de l'AI n'arrive, bah c'était, on faisait quelque chose et puis on le vendait et on passait à autre chose. Et donc ça a généré une culture d'entreprise qui existe encore beaucoup et qui est très répandue, où l'objectif c'est de livrer de la fonctionnalité. Et forcément, quand on livre de la fonctionnalité, bah, on travaille assidûment et une fois que c'est terminé, qu'elle est livrée, on lance, on passe à la suivante. On lance, on passe à la suivante, etc. Et donc il n'y a pas de recherche d'amélioration continue, il n'y a pas d'itération, il n'y a pas de volonté particulière à essayer d'améliorer ce qui a été produit. Évidemment, c'est antinomique de la démarche produit et des approches agiles, où en fait on veut livrer rapidement des petites pièces pour pouvoir avoir des retours utilisateurs, pour pouvoir avoir des retours du marché et améliorer. Et donc, quand on a cette culture d'entreprise très projet, très livraison de fonctionnalités, il n'y a pas ou peu d'itération. Ouais, et Tu dois connaître ça, hein. ouais, ça va même plus loin, tu vois. T'as même, allez, je vais dire les choses, hein. Je vais pas te glisser, mais c'est pas grave. Jetez-moi des cailloux. T'as même des boîtes où c'est le marketing qui fixe la date, en fait, de livraison, tu vois. Et sans consulter les gens de l'IT, enfin, tu vois, c'est les gens du terrain, c'est ceux qui créent, tu vois. Bien sûr, en co-construction avec le business et le client, mais tu vois, s'ils sont dans le terrain, c'est eux qui sont à même de dire bah, quand est-ce qu'on peut livrer. Ok, et ça veut pas dire que quand le business impose une date, toi, de se dire non, bah nous on peut pas à cette date. Tu sais, après, on peut négocier, on peut être flexible sur le périmètre, tu vois. Mais tu vois, c'est toujours une co-construction en fait, tu vois. Et quand c'est quelqu'un du top management ou du business qui impose une date, déjà, il y a un risque que la date soit pas tenue. Ça, tu le sais mieux que moi, tu vois. Un gros risque. Il y Oui. a un gros risque, tu vois. Et du coup, quand c'est pas tenu, qu'est-ce qui se passe? On jette des cailloux sur les devs qui sont en retard, mais vous avez déjà prévenu que de toute façon, la deadline était impossible. Après, Souvent, on jette pas trop de cailloux sur les devs, mais plutôt sur les gens qui travaillent avec les devs. bah, tu vois, ça, c'est pas mieux non plus, tu vois. Enfin, et après, tu perds les gens, en fait. Tu perds les gens. Parce que, c'était qui disait, l'ancien président de Virgin? Bah, si tu prends soin de tes salariés, et ben, ils prendront soin de tes clients, tu vois. C'est ça, c'est là la base, tu vois. Exactement. Mais ouais, passer du mode projet au mode product, effectivement, ouais. Ouais, il y a d'autres éléments. Et tu as donné un bon exemple. Si c'est le top management qui décide des deadlines et des fonctionnalités, bah, généralement, c'est impossible ou c'est très difficile pour toi de parler avec tes utilisateurs ou tes clients. Ça m'est arrivé, en tant qu'employé ou en tant que consultant, de ne pas avoir accès aux utilisateurs et aux clients. Et même pour des raisons d'organisation, de structure, de décision, de politique, de ce que tu veux, parfois des raisons légales. Mais du coup, c'est très compliqué. Et ce qui rend souvent l'obstacle de la donnée encore plus prégnant, c'est-à-dire que parfois la donnée n'est pas accessible ou non consultée. Et quand tu navigues à vue comme ça, quand tu lances quelque chose et que tu n'as pas de données, bah tu ne pourras évidemment pas pouvoir l'améliorer. Enfin, tu ne pourras pas l'améliorer, ça c'est sûr. Après, il y a un autre élément dont on a un petit peu parlé qui est PO versus PM. Vas-y. Et le sujet, et celui que je défends, et on en a parlé précédemment, c'est que en fait PO c'est un rôle dans un environnement Scrum et PM c'est un métier. Et il faut pas confondre les deux. D'une part, il faut pas les séparer, il faut pas, enfin bref. Et d'ailleurs, ce sujet-là, dans les boîtes qui ont une culture très basée sur le projet, on retrouve cette structure PO très très forte. Tu as peut-être des retours là-dessus, Christophe, des expériences? Ouais, et puis t'as même qui ils font des métiers de PO, mais en fait, c'est un métier de PM. Oui, 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 oui. Mais ouais, écoute, moi, je veux pas rentrer là-dedans parce que moi, ça me fatigue en fait ce genre de truc, tu vois. L'important, tu vois, c'est d'avancer, tu vois, et que les rôles soient clairs, que ce soit Ouais, PO ou exactement. PM, tu vois. Et Tu c'est l'appelles comme tu surtout, veux. comme je t'ai dit, tu vois, ouais, il faut arrêter les silos, tu vois. Enfin, faut bosser ensemble, tu vois. Et c'est ça aussi le plus dur, hein, parce qu'on peut pas arriver dans des boîtes à leur dire, mais c'est pas possible ce que vous faites, tu vois. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bah non, il y a une culture d'entreprise qui est forte. On peut pas tout changer du jour au lendemain. Pour changer, il faut montrer l'exemple. Et aussi, il faut être patient. Et il faut aussi mettre en avant les points forts. Parce que les boîtes, elles existent avant que tu arrives ou que j'arrive, tu vois. Donc Et forcément, elles resteront après. elles resteront après, tu vois. Elles tournent, tu vois, globalement, tu vois. Donc c'est pas des gens comme toi et moi qui vont leur faire la leçon. Par contre, on peut justement les accompagner, tu vois, pour mettre en avant leurs points forts. Et puis après, améliorer ce qui est amélioré, tu vois. Absolument. J'ai d'ailleurs écrit un post ce matin spécifiquement sur une mission qui m'avait été confiée. C'était la situation était extrêmement catastrophique, sauf que il y avait des personnes produits qui étaient de très grande qualité, de très grandes compétences. Et donc j'ai pu m'appuyer dessus pour reconstruire une fonction produit. Donc il faut toujours effectivement aller chercher les points forts, les mettre en valeur et capitaliser dessus. Et donc pour essayer de passer de gestion de projet à gestion de produit,
il y a 3-4 choses qu'on peut mettre en place. Déjà, c'est essayer de pousser pour avoir une recherche utilisateur, hein, pour cadrer le besoin. Sans parler à nos clients ou à nos utilisateurs, ça reste compliqué. Une fois qu'on a fait cette recherche, c'est analyser les retours, comprendre les feedbacks qui nous ont été faits et ajouter ça, augmenter ça avec de la data, avec les données d'usage réel. Parce que comme ça, on se forge des convictions basées sur des retours utilisateurs et basées sur de l'expérience. Tu vois, je dis toujours qu'il y a 3 types de data. Il y a la data explicite, la data implicite et la data social media. Donc explicite, c'est ce qu'on nous dit, implicite, c'est ce que l'on mesure, et social, c'est ce que l'on voit dans la façon qu'ont les gens de s'exprimer sur les réseaux, laisser des notes, des reviews, etc. Et je pense que le dernier élément qui est essentiel là-dessus, c'est de mettre en place un processus formalisé de priorisation. Parce qu'une fois qu'on a tout ça, ça peut pas être au petit bonhomme la chance ou au doigt mouillé. Tu vois, ça doit être compris et accepté. Moi, ça me plaît ce que tu dis, la data avec l'utilisateur final, tu vois. Moi, je vais donner un exemple, tu vois. Dans l'équipe où je bosse, pour le produit qu'on fait, t'as des gros utilisateurs, mais avec une grosse file active. Et quand il est pas content, parce que c'est la conduite du changement, tu vois. Des fois, on met des nouveautés parce qu'il faut améliorer le produit. Quand il est pas content, sa voix est porte. Tu sais comment ça se passe, tu vois. Il envoie un mail, il dit pourquoi vous avez changé ça, c'était mieux avant, remettez l'ancienne fonctionnalité, tu vois. Et tu vois, après je vois mon client qui est en panique, en fait, il dit ah non mais lui il faut pas le froisser, tu vois. Enfin, il nous rapporte tous les leads des éditeurs finaux et tout. Enfin, ouais, il faut faire un rollback. Et c'est là, tu vois, où tu arrives à la data, tu vois, où tu présentes. Ok, il a dit que le nouvelle le nouvelle fonctionnalité, tu vois, ça lui fait perdre du temps, tu vois. Pourtant, quand on regarde la data, justement, avec les autres utilisateurs, parce qu'il est pas tout seul, hein, il y a 40 000 utilisateurs dans notre produit, tu vois. Bah, on a remarqué que, la nouvelle fonctionnalité qu'on a faite, tu vois, ça a augmenté leur productivité, en fait. Ils faisaient plus, de choses, tu vois. Mais ils étaient en panique parce que le gars, bon, tu sais comment ça se passe, Stéphane. T'es derrière un ordinateur, t'envoies un mail, t'es pas content et tout, mais je suis sûr que si tu l'appelles ou tu vas le voir, ce sera déjà un peu moins violent, tu vois. Et après, on peut discuter, tu vois. D'autant plus si tu amènes la data pour montrer qu'il y a des résultats qui prouvent, il y a des choses tangibles, des éléments concrets qui permettent de montrer quel est l'impact réel. Donc, s'appuyer toujours sur les retours et la data, et pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Après, il y a un 4e point qui est un obstacle majeur selon moi et qui va faire grincer un peu des dents, je pense, qui est de considérer les méthodes et les frameworks comme la solution à implémenter. Et là, ce que je veux dire par là, c'est que c'est généralement un manque de maturité que de penser que en reprenant une méthode ou un framework et en l'appliquant tel qu'il est décrit, tel qu'il a été conçu, que ça va fonctionner et que ça va répondre à toutes les problématiques. Par exemple, on a bien connu il y a une dizaine d'années le fait de se dire OK, on va faire de la transformation digitale, donc mettons en place Scrum. Voilà. Et en mettant en place Scrum, c'est bon, ça va résoudre tous nos problèmes, on va être beaucoup plus proche des clients, on va avoir plus de valeur, etc., etc. En réalité, ça y participe, c'est vrai, mais c'est un des éléments. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la destination. C'est un moyen. Et j'ai pris cet exemple-là, et on pourrait lancer un débat là-dessus, Christophe, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Non, on peut en discuter, tu vois. Moi, je vais te donner le next step, tu vois. Là, tu parlais des boîtes qui ont adopté Scrum, voilà. Et le next step, tu vois, c'est d'aller plus loin, c'est de scaler et donc faire travailler plusieurs équipes sur un même produit. Et donc après, tu passes à safe. Voilà. Tu passes à safe. Et mais comme tu dis, c'est un moyen, tu vois. Mais si t'appliques à la lettre ces méthodes ou ces cas de travail, il y a des chances que ça marche pas, hein. Parce qu'il y a de très fortes chances pour que ça ne marche pas. Il y a une culture d'entreprise, t'as des gens qui sont en place et là j'y vais un peu, tu vois. Avant d'aller dans le cadre de travail safe, il faut d'abord que les équipes, tu vois, ils ont le mindset, tu vois, ils ont été distraits de travailler déjà en... Exactement. J'attendais que tu le dises parce qu'en fait, le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire que on a oublié que l'agilité, c'était essentiellement un mindset. Exactement. Et en fait, on a plus appliqué les outils, les frameworks que essayer de construire cette collaboration, cette autonomisation des équipes, cette prise de responsabilité, etc. Exactement. Et le sujet, et je pense que l'on constate aujourd'hui, est un peu le déclin avec beaucoup de guillemets, mais pas le déclin, mais la prise de recul par rapport à l'agilité en général, c'est qu'en fait, on l'a trop réduit à l'implémentation by the book, au pied de la lettre, de framework, en oubliant que l'essentiel du sujet, c'est quand même de l'humain, en fait. Exactement. Mais ça, tu vois, même en tant qu'agiliste et tout, c'est aussi notre faute. Parce que là, ça va rejoindre ton dernier point, tu vois. Merci Christophe. C'est que dans tous les cas, tu vois, t'as besoin du sponsoring du top management, tu vois, et de gens autour des équipes tech. T'as besoin d'avoir ce sponsor-là. Et pour avoir l'aval et l'aide, voilà, c'est pas que sponsor, c'est aussi de l'aide, tu vois.
Parce que lever les obstacles, tu vois, c'est aussi le top management, il est là aussi pour lever les obstacles pour les équipes, tu vois, pour que les équipes délivrent les meilleurs produits, tu vois. Et pour avoir justement l'aide de ces gens-là, il faut comprendre leur langage, mais il faut aussi que toi, ton langage soit audible. Tu sais, à la limite, eux, Scrum, Safe, Vélocité et tout, ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est un truc qui marche et que le client soit content et que, voilà, et les actionnaires soient contents, tu vois. Enfin, c'est réducteur ce que je dis, mais c'est ça, tu vois. Et ça passe par l'état d'esprit, tu vois, et par montrer l'exemple. Si tu vois, t'as le top management qui explique clairement un peu de vulnérabilité en disant ok, on a acheté ce produit, on s'est losé, tu vois, on a vu la data et tout, c'est pas bon et tout, et c'est ok, tu vois, on a le droit à l'erreur, on va rectifier et tout. Et déjà, tu vois, si t'as quelqu'un, voilà, du top management qui explique ça, bah ça change tout pour les équipes tech, tu vois, pour les équipes produits, tu vois. Ils ont le temps de tester, ils ont le temps de proposer des choses et d'innover, tu vois. Enfin, là, comme tu dis, c'est le podcast est trop court pour parler de tout ça. Mais dans tous les cas, voilà, il y a l'état d'esprit, tu vois. Les recettes, c'est cool. De toute façon, regarde, je prends toujours cet exemple-là. Ça va être la troisième fois que je le parle dans le podcast. Je prends le livre de recettes de Pierre Hermé pour faire les meilleurs gâteaux au chocolat. Je le suivrai à la lettre. Mon four, il vaut 500 €. Enfin, c'est un bête de four. Je vais prendre tous les ingrédients qui sont bien, tu vois. Bah, ce sera pas le même résultat que si Pierre Hermé en boulangerie, tu Le vois. tour de main, le tour de main, l'expérience, le fait d'en avoir fait 10 000 avant. Bah, exactement. Alors que j'ai Ouais. suivi la recette, tu vois, à la lettre. Mais c'est pas Alors, ça. c'est tout à fait juste et merci pour cet exemple. Je pense que je le reprendrai aussi. Il est parfait, il est parfait. Et pour une autre illustration, c'est que récemment, il y a eu une grande conférence où la personne qui a créé le framework ShapeUp est venue parler en public. Donc c'était très bien. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'un de mes clients à l'époque est sorti, enfin assisté à la conférence, est sorti de là en disant ah mais attends, nous on a un problème de delivery, donc on va passer sur ShapeUp. Voilà. Et donc là, ça m'a effrayé parce qu'en fait, il n'avait pas saisi que c'était pas un problème de framework ou de méthodologie, etc., que c'était peut-être une organisation qui n'allait pas, que c'était peut-être un problème de priorisation, que c'était peut-être pas assez de management présent à proximité des personnes, etc. Ça peut être plein de choses, mais que le framework ne peut pas être la solution constamment. Un autre exemple, c'est Rice. J'adore Rice, ce framework de priorisation créé par Intercom, Reach, Impact, Confidence, Effort. J'adore. J'ai voulu l'appliquer dans une boîte dans laquelle je travaillais, qui était une boîte pharma, avec la culture d'entreprise qui va avec. Et donc, ils m'ont dit, c'est très bien, mais comment tu utilises la dimension stratégique et comment tu utilises le fait que ça peut générer plus de revenus? Et là, ils m'ont sonné. Et donc, j'ai dû adapter le framework et rajouter un S pour stratégie et RV pour revenue. Et du coup, j'ai transformé Rice en service. Et ça collait beaucoup mieux. Donc, l'idée ici, c'est de montrer que c'est bien de connaître les outils, de connaître les frameworks, mais qu'il faut les adapter aux besoins spécifiques de la boîte, du marché, de l'industrie, de la temporalité, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est ça, hein, une des solutions, c'est formation, outillage à 360 degrés, mais sans être dogmatique sur les outils. Je pense que c'est bien de mettre en place, et tu l'as dit, des ateliers de co-construction avec de la facilitation. Et c'est tout, un Scrum Master, il peut faire ça, hein, et c'est pas le seul. Et puis surtout, et je pense qu'on en revient à la définition de l'agilité, c'est se focaliser sur les résultats et laisser l'autonomie sur la méthode. Je pense que c'est essentiel. Après, ça peut pas être le bazar, l'anarchie, etc. Il faut quand même un Non, minimum de l'autonomie, c'est pas ça, structure. hein. Exactement. Mais ça peut Mm. être compris comme ça. Ouais, exactement ça, ouais. L'autonomie, ça peut être compris comme l'anarchie ou le bazar. Et dernier élément, on l'a un peu touché au fur et à mesure de la discussion. Le cinquième obstacle majeur, c'est le vocabulaire qui n'est pas maîtrisé. Et pourquoi? Parce que comme c'est un nouveau métier, ce sont de nouvelles pratiques, il y a des nouveaux termes à foison. Même moi là, j'ai essayé de ne pas trop en utiliser pour rester le plus ouvert possible, mais c'est quand même assez spécifique, hein, comme un médecin, comme un avocat, comme peut-être même un boulanger. Enfin voilà, on a tous des termes spécifiques, sauf que ceux-là, on les connaît pas parce qu'ils sont nouveaux, ils sont pas très répandus, et ça génère de la frustration parce comme il n'y a pas de langage commun, si on ne parle pas comme les gens du business, si on ne parle pas comme les gens des sales, etc., en fait, on ne se comprend pas, et si on ne se comprend pas, on n'arrive pas à bosser ensemble. Donc là, ça devient compliqué. Donc je pense que notre rôle au produit, c'est de créer des FAQ, des foires aux questions, dans lesquelles on va répondre à toutes les questions les plus fréquemment posées et les poser quelque part pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. C'est d'avoir une base de connaissances partagée aussi, au-delà des questions. C'est de simplifier au maximum nos termes techniques pour ne pas se faire plaisir. Et puis, dernier élément, mais je pense que c'est le plus essentiel là-dessus, c'est surcommuniquer. Le fait que l'équipe produit doit surcommuniquer. Pour tout te dire, je me suis un petit peu pris le bec sur un post LinkedIn hier Vas-y. où quelqu'un que j'aime, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, Tu l'as raconte. pas vu? Où en fait, quelqu'un que je respecte énormément et que j'ai même invité à parler à un événement que j'ai monté l'année dernière, résumer le rôle de product à donner une direction et à prioriser les différents sujets.
en mettant que c'était pas l'équipe produit de communiquer sur les avancées produits. Et je ne pourrais pas être plus en désaccord que ça. Sur ce point-là, je pense que si on a une dimension marketing dans le produit, qui peut être portée par le product manager, si elle ne l'est pas, c'est au marketing. Et s'il y a personne, c'est à l'ensemble de l'équipe. Mais en gros, expliquer, si c'est juste pour livrer une fonctionnalité, et sans dire ce que ça fait, sans dire ce qu'elle est la valeur apportée, comment ça se différencie, ça ne sert à rien. Donc, on doit communiquer en disant ce que l'on va faire, ce que l'on a fait, en expliquant constamment. Donc, si je reprends, Christophe, les 5 éléments, là, donc une gouvernance d'entreprise inadaptée, des compétences indisponibles, passer de la gestion de projet à la gestion de produit, considérer les frameworks et les méthodes comme des solutions et un vocabulaire non maîtrisé, ça fait quand même qu'on a beaucoup de pain sur la planche pour intégrer le product management, la transformation digitale, les approches agiles, enfin le mindset et donc après les approches agiles, l'innovation. Ça fait beaucoup de mots, mais en réalité, je pense qu'on part toujours de la même chose, c'est-à-dire les soft skills, les compétences humaines, et que ça, pour le coup, ça peut aussi se travailler. On peut apprendre, on peut augmenter ses connaissances, mais que les compétences humaines, c'est vraiment ce qu'on doit développer. Et au cœur de l'agilité, il y a l'humain. Au cœur du product management, il y a l'humain. Au cœur de l'innovation et de la relation expérientielle avec nos clients et nos parties prenantes, il y a de l'humain. Donc c'est ça qu'on doit bosser. Et ça, l'IA ne le prendra jamais. Ah, ça, je m'avancerai pas, par contre. Je suis moins d'accord avec toi, tu vois, on sait jamais. Moi, je sous-estime jamais les nouvelles choses, tu vois. Mais pour l'instant, oui, pour l'instant, c'est pas possible, tu vois. Enfin, moi, par contre, je suis à 200% avec toi sur, faut recentrer, c'est sur l'humain, en fait. Mais là, tu vois, c'est intéressant ce que tu me dis là, tu vois. Et l'équipe que j'accompagne, tu vois, on nous a dit, tu vois, vous êtes un village gaulois, tu vois, vous faites des trucs bizarres. Enfin, quand vous faites des démonstrations de produits, ça rigole, il y a des mises en scène, il y a des one more thing comme Apple, tu vois, des fois, tu vois. Mais pourquoi je te dis ça, c'est parce que moi, je suis comme toi, tu vois, j'ai pas envie que l'IT soit vu comme un centre de coût, tu vois. Et je veux pas non plus que les développeurs aussi soient que des exécutants, tu vois, des pisseurs de code. C'est pas ça, tu vois. Donc, tu vois, dans mon équipe, tu vois, il y a des introvertis, il y a des extravertis, tu vois. Mais c'est ok. Et quand on fait la démonstration du produit au business et au top management, tu vois, on fait tourner en fait. On fait tourner, c'est pas toujours les mêmes personnes qui parlent. Et même si c'est introverti ou un peu timide, on fait tourner et on y va, tu vois. Même si des fois c'est les gros pontes qui sont là, il y a grosse pression, c'est pas grave, on teste parce que tu fais grandir les gens en fait. Tu veux pas avoir que des exemples techniques, tu vois. En plus même pour eux, tu vois, enfin c'est difficile à entendre, mais ils vont pas faire toute leur vie dans la boîte, tu vois. T'es là aussi pour faire grandir les gens, tu vois. C'est vrai. C'est Mais vrai. dans tous les cas, c'est bénéfique en fait. Si tu fais grandir leurs intérêts perso pour plus tard, et c'est ok, tu vois, et c'est aligné avec les objectifs communs, les gens ils vont proposer, justement, comme tu disais, des idées innovantes, ils vont proposer des nouvelles choses, ils vont faire des erreurs, mais tu vois, s'ils voient que le top management, il les fouette pas, il les fouette pas et qu'ils sont pas pointés du doigt, tu vois, en mode recherche quand même, ils vont continuer à faire des erreurs, ils vont proposer des trucs, et ils vont proposer des nouvelles choses, tu vois. Et ça, c'est super important. Et ça, dans l'humain, tu vois, il y a pas de secret, tu vois, et ça va même plus loin. C'est ça qui fait retenir les gens aussi, tu vois. Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, notre rôle, que ce soit, dans ces approches agiles ou pas d'ailleurs, qu'on soit manager ou qu'on soit pas manager, c'est de travailler l'employabilité des personnes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire leur donner des challenges, leur laisser la possibilité de faire des erreurs, comme tu le disais, de prendre des initiatives, d'apprendre ensemble, de grandir, etc., pour que ils puissent grandir dans leur carrière. Et comme tu le disais très justement, leur carrière, elle peut se faire dans la boîte ou en dehors de la boîte. Mais si tu les amènes à grandir dans la boîte, c'est aussi une façon de les retenir. S'ils ont l'impression qu'ils vont apprendre, continuer à apprendre des choses qu'ils pourront utiliser demain dans une autre boîte, ils ont peut-être aussi envie de rester pour ça. Exactement, tu vois. Et après, on va se dire les choses. Dans la vie d'une boîte, tu vois, il y a des périodes où c'est chaud, tu vois, où c'est pas fou, tu vois. Et le fait que t'as mis des priorités sur l'humain et que ils ont vu des points chauds, je vais pas me barrer tout de suite. Ok, là c'est la tempête, on va se serrer les coudes, tu vois, et c'est ok, tu vois. Et ils vont pas démissionner, ils vont quand même rester, tu vois, parce qu'ils savent que on va tout faire pour que ça revienne comme avant et que des fois c'est juste la tempête, c'est comme dans un couple, tu vois. Des fois, des fois, tu vois, avec la personne que t'aimes bien, tu vois, ça part en sucette, tu vois, mais c'est sur le moment, tu vois, c'est la réaction à chaud et après. Absolument. Le sujet est super vaste. Sujet très vaste. Stéphane. Donc voilà, sur les 5 obstacles majeurs au product management. Et en réalité, Christophe, je vais dire la vérité, c'est quand même ce qui m'excite beaucoup au quotidien. C'est de voir qu'il y a des difficultés, il y a un challenge, il y a des cultures d'entreprise à changer, il y a des états d'esprit à améliorer. Et c'est beaucoup plus sympa que d'arriver sur un territoire où tout est déjà fait. Bien sûr, bien sûr.
Mais justement, je voulais te relancer un peu sur le point 1, là, sur la gouvernance. Ouais. Comment justement tu fais pour justement amener le changement dans cette gouvernance? Parce que tu vois, on va se dire les choses, tu vois. Des fois, il y a la politique, tu vois. T'as des gens qui Oui, sont là juste là souvent. sont juste là 3 ans. Moi, je lance mon projet et puis dans 3 ans, le projet échoue ou pas. J'ai lancé, j'ai atteint mes objectifs et je serai plus là, tu vois. Ça, c'est ça le plus Ouais. difficile. Comment t'accompagnes ces gens-là? Écoute, je t'écoutais, j'ai eu plein d'idées contradictoires qui me sont arrivées en même temps. Et Vas-y, je pense vas-y. qu'en fait, la réponse, elle est là. C'est que, est-ce que tu veux, quand tu es entrepreneur ou quand tu es manager, ou pas d'ailleurs, est-ce que tu veux avoir des gens qui ont le même profil psychologique, les mêmes attentes, les mêmes besoins, les mêmes désirs? Je ne pense pas. Tu vas avoir des individus qui ont envie de s'établir dans la durée, qui ont envie d'avoir un impact et de voir, itération après itération, comment ça progresse pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons éthiques, pour plein de raisons. Et c'est compréhensible. Tu as d'autres personnes qui sont construites mentalement pour faire le 0 à 1, tu vois, qui sont là pour démarrer des choses et qui s'ennuient assez vite lorsqu'il faut les faire, les améliorer. Et on a besoin de ces personnes-là aussi. On a besoin de ces profils de pionniers, de risk takers, comme on dit en anglais, qui sont un peu plus dans l'innovation et qui, en fait, peut-être vont être un peu moins sur la politique parce qu'ils savent qu'ils ont une durée de vie limitée dans l'entreprise. Je pense qu'en fait, tu vois, les deux profils, et il y en a sans doute d'autres, hein, mais c'est là je réfléchis rapidement, mais les profils de personnes qui veulent s'établir dans la durée, d'un côté, et d'autres qui sont là et qui savent qu'elles ne sont pas là sur la durée, mais sur une courte période, je pense que tu en as besoin. Et après, il y a aussi la maturité de la boîte. Si tu es une boîte qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans d'expérience, il y a 10 000 personnes, je pense que c'est plus facile pour toi d'avoir le premier profil, celui où tu t'établis dans la durée, où tu peux faire ta carrière. C'est plus difficile de venir sur la courte durée et d'avoir un impact, ne serait-ce que parce qu'il y a des couches politiques qui arrivent. Donc après, si la question que tu me poses, c'est comment est-ce que moi je fais pour changer les choses, bah en fait c'est simple, c'est que je définis vraiment le cadre de la mission en amont. C'est quelles sont les attentes, quel est le livrable demandé, quels sont les éléments de réussite que tu vas retenir pour moi ou contre moi. Et on se met d'accord. Et parfois, et je commence toujours par un audit, quelle que soit la mission, je commence toujours par un audit. Et souvent, si ce n'est tout le temps, Christophe, le problème, c'est pas un problème d'organisation, c'est pas un problème d'outils, c'est un problème humain. Ouais, bien sûr. C'est un problème humain. Et peut-être qu'à un moment, c'est plus la bonne personne au bon poste. Peut-être qu'on a fait émerger un talent en dessous qui pourrait prendre la place et on a juste la crainte de donner la promotion à cette personne et de mettre l'autre un peu à l'écart ou de donner une autre mission. Peut-être que les personnes qui sont 0 to 1, qui ont démarré, bah, elles sont toujours là 5 ans après et du coup, elles ont perdu la motivation, elles sont démobilisées et que c'est le bon moment pour leur proposer autre chose, voire pour se séparer. Tu vois, il faut rien enlever de l'équation. En fait, toutes les possibilités existent. Ah, le sujet est vaste, hein, j'ai envie de te lancer, mais c'est pas grave, tu y reviendras. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que tu as d'autres choses qu'on a oublié de parler pour finir Bah, sur je ce pense que sujet-là? sur ce sujet-là, je pense que, enfin, comme tu l'as dit, on peut parler des heures et des heures. Si tu veux, on peut être un peu plus, mais sur tes questions fétiches là. Allez, bah, on part direct à la deuxième partie du podcast. Si une journée fait plus de 24 heures, Stéphane, tu ferais quoi? Déjà, j'essaie, et c'est compliqué, de compartimenter un peu parce que je suis un hyperactif. Et donc tous les soirs, j'arrête à 18h pour aller chercher mon fils à l'école et pour passer du temps en famille. Et après, quand il est couché, bah, je fais plein de trucs et j'ai tendance à ne pas beaucoup dormir, sauf en ce moment où je repris le sport. Donc je pense que ce que je ferais plus, c'est de faire en plus grande quantité ce que je fais déjà. Là, je viens de terminer un jeu. Je viens d'atteindre le niveau maximum. Je viens de terminer Diablo 4. Donc je suis content. Donc j'ai dû passer 200 heures à peu près dessus, tranquillement. Donc il faut que je me trouve un nouveau challenge. J'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de trucs, je m'inspire, enfin je cultive ma curiosité. Et puis après, il y a des passions excessives. Je vois que derrière toi, il y a beaucoup de Saint Seiya, de Chevalier Ouais. du Zodiac. Et donc moi, j'ai développé une passion pour Pokémon à cause de mon fils et C'est à vrai? cause de ses amis. Et donc j'ai acheté plein de cartes. Donc je faisais des lives, je me renseignais, j'ai fait du trade un peu, enfin de l'échange. En fait, je pense que si la journée ferait plus de 24 heures, je ferais plus de ce que je fais déjà, plutôt que de rajouter d'autres éléments. Je passerais plus de temps sur les mêmes choses. Voilà. C'est marrant parce que tous mes amis à chaque fois me disent faire moins pour se recharger et tout. Toi, c'est faire plus, tu vois. Ouais, Et bah c'est ouais, super intéressant. mais C'est super intéressant. ouais, quand t'es hyperactif, en fait, le problème c'est, enfin, t'as envie de ralentir, mais moi je sais que j'apprécie de ralentir, mais sur des courtes périodes. Or, si les journées faisaient plus de 24 heures, si elles en faisaient 26 ou 27, bah, de fait, on aurait plus de temps. Et je vais te dire un truc qui m'obsède,
C'est le temps, justement. Le sujet du temps m'obsède depuis toujours. Depuis toujours. Et l'optimisation du temps, le temps qui passe, les enfants qui grandissent, le fait de pas vouloir avoir de regrets dans le futur, le fait, tu vois, j'ai eu un grave accident de voiture il y a presque 25 ans, j'aurais pu y rester, donc j'ai eu une deuxième chance. Et donc tout ce que j'ai là, toutes les minutes en plus, c'est du bonus. C'est vraiment du bonus. Donc le sujet du temps, c'est un sujet passionnant. Et donc si j'en avais plus, bah, j'utiliserais plus en fait. C'est quoi ton plaisir coupable? Plaisir coupable, c'est variable en fonction des périodes. Donc ça a été de jouer beaucoup aux jeux vidéo pendant la décennie 2000, la décennie 2000, ouais, même avant quoi. Disons 96, 2007, j'ai beaucoup joué. Aujourd'hui, mon plaisir coupable, qui est aussi une addiction, c'est le chocolat. C'est le chocolat. Je peux manger du chocolat, des tablettes de chocolat tous les jours. Et c'est aussi pour ça que là j'ai réduit fortement. J'ai repris le sport de façon très intense et j'ai retiré le sucre. Donc c'est dur, mais en même temps, les résultats sont là, donc c'est motivant. Est-ce que tu as une habitude que tu ne dis à personne? J'ai eu, ouais, ça va pas être hyper glamour, mais j'ai une chance, c'est que je me réveille vite. Voilà, dès que le réveil sonne, je me réveille, ça va vite. Et la première des choses, c'est que comme je pense 90% des êtres humains, je vais aux toilettes et je démarre France Info. Donc ma journée démarre aux toilettes avec France Info. Voilà, donc c'est pas très glamour, j'avoue. Et elle se poursuit avec France Info sous la douche. Et c'est mon petit moment à moi. Et comme je consacre pas beaucoup de temps à l'actualité, je préfère produire plutôt que consommer. Enfin, sur le contenu en tout cas. Bah voilà, c'est ça. C'est pas très glam, hein. J'aurais dû trouver autre chose de plus sympa. Non, bah, si tu veux, je vais te rejoindre, tu vois. Moi, quand je vais aux toilettes, moi, j'adore. On va y aller, tu vois. Mais parce que, en fait, c'est le moment où, tu sais, je prends des mangas et je les lis, en fait. Voilà. Et alors, tu vois, c'est drôle que tu dis ça, parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, j'avais une corbeille avec des livres pour les gamins, Ouais. des magazines, et mes enfants, ils passaient littéralement des dizaines et des dizaines de minutes, ce qui m'agace quand t'es un appartement où t'as 3 enfants ou 4 enfants, et que t'as un besoin urgent, et que tu ne peux pas parce qu'il y a un gamin qui lit aux toilettes. Bon, bah, du coup, j'ai retiré, je crois, la semaine dernière, j'ai retiré la corbeille. Il y a plus les livres. Tu On vois, verra là, ce que ça donne. dernièrement, là, tu sais, je lis le manga Chainsaw Man, tu vois, et juste avant l'Attaque des Titans. Bah, des fois, tu disais pas glamour, des fois j'avais fini, tu vois, mais des fois je restais 20 minutes parce que c'était trop fou, tu vois, le chapitre, tu vois. Mais Ah oui. mon chat, il venait me chercher, hein. Ah ouais. Moi, ça, dans des animaux d'appartement, allez, les chats, à chaque fois, je sais pas, ils stressent ou ils se disent, putain, la porte est fermée, ça me stresse, ouvre là, tu vois. Bref. Et alors d'ailleurs, pour la blague, les gens qui sont venus chez moi le savent, sur la porte des toilettes, j'ai mis une plaque salle de réunion. Et donc c'est une blague récurrente. Les gens qui découvrent ici pour la première fois me disent ah ouais, donc ils ouvrent la porte et ils voient les toilettes et forcément ça les fait marrer parce que tu peux faire des réunions. Donc t'as la petite réunion ou t'as la grande réunion. Tu sais que ça, je vais le mettre dans le post LinkedIn de promotion du podcast, hein. Bah, si tu veux, si tu veux. Ok. Est-ce que tu as un conseil qu'on donne souvent et pour lequel tu n'es pas d'accord, hein? Il y a un conseil qu'on entend souvent qui est il faut faire ce qu'on aime. Et je suis pas 100% d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là on va être un petit peu dans la philosophie, on va sortir des toilettes. La vie n'est pas faite de choses que l'on aime. Il y a des choses obligatoires. Et ces choses-là, il faut aussi apprendre à les aimer. Et tu vois, je pense que la différence entre quelqu'un qui est heureux et quelqu'un qui n'est pas heureux, enfin une des différences, peut-être la différence majeure, c'est que quelqu'un qui est heureux, il a accepté que les choses qu'il n'aime pas, il peut quand même y trouver du plaisir. Je n'aime pas faire la vaisselle. Bon, je n'ai pas de lave-vaisselle, je n'aime pas faire la vaisselle, je la fais quand même. Et comment j'apprécie de faire la vaisselle? Par deux choses. Un, en écoutant un podcast, donc en utilisant mon temps, c'est un temps perdu, en utilisant mon temps et en apprenant quelque chose. Et deux, en appréciant la satisfaction du moment où toute la vaisselle est faite. Et là, tu te dis, je suis content parce que c'est propre, c'est clean, et le temps que j'ai passé, c'est pas du temps perdu. Donc j'ai transformé quelque chose qui est pas cool en quelque chose d'appréciable. Donc je pense que ne faire que les choses que l'on aime, c'est une erreur. Il faut apprendre à aimer les choses que l'on n'aime pas. Tu sais, ça me rappelle une citation de Cody Sanchez, que tu dois bien connaître. Il a dit, c'est les gens qui réussissent, c'est les gens qui répètent les choses qu'ils aiment pas faire. Mais t'es obligé de le faire, justement pour démultiplier tes résultats et avoir ta définition de succès à toi, tu vois. Et comme tu disais, tu vois, ouais, répéter l'effort, tu vois.
Je pense, bon, n'importe quel être humain, bah, à un moment donné, tu vois, on n'aime pas faire ça, tu vois. Mais à un moment donné, tu vois, si tu veux des résultats et si tu veux faire plus que là où tous les gens, ils abandonnent, t'es obligé de faire des fois les choses que tu n'aimes pas et les répéter, tu vois. Exactement. Exactement. Et peut-être qu'il faut un objectif. Et peut-être que ce qui Ouais, manque, c'est l'objectif. ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est hyper facile de démarrer, hein. Il suffit d'un Mm, peu de motivation. mm. On en parlait juste avant. Et bien après, ce qui fait le résultat, c'est la discipline. C'est l'effort fréquent. Et l'effort fréquent, tu le fais parce que c'est quelque chose que peut-être que tu n'aimes pas, mais que tu vas apprendre à aimer. Bon, après, tu peux avoir des échecs. Je déteste la course à pied. Je me suis forcé à courir. Bon, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que du coup, je détestais, donc il faut que je fasse autre chose. C'est pas ce sport-là pour moi. Mais il y en a un autre sport qui me permet de prendre du plaisir et d'avoir les mêmes résultats. Donc ouais, voilà, do what you love, c'est bien, mais je pense que ce qui est le mieux, c'est love what you do. Ouais. Dernière question. Si tu ne vivais pas où t'es en ce moment, tu vivrais où? Bah, j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis, à San Francisco, entre 2007 et 2013, de vivre de très très belles années, un peu compliquées, mais transformatives du point de vue humain. Et aujourd'hui, je vis donc dans la région parisienne, pas loin de Paris, à Saint-Mandé, on en parlait tout à l'heure. Et je pense que un jour, je repartirai. Et comme toi, j'ai une passion pour le voyage. Comme toi, j'ai visité beaucoup de pays. Il y a des pays que j'ai adorés, comme le Belize, comme l'Égypte, comme la Thaïlande. Alors le Belize, c'est pas un endroit où tout le monde va. C'est assez peu connu, mais quand on vivait aux États-Unis, on a pu voir les gens qui aimaient ça. Et en plus, c'est le seul pays d'Amérique centrale dans lequel l'anglais est la langue maternelle, la langue native. Il y a partout ailleurs, ils parlent espagnol. Donc je me verrais pas vivre au Belize, mais par contre, c'était fantastique. Donc Pourquoi c'était fantastique? bah parce que je parle pas espagnol en fait Ok. et que je parle anglais. C'est quoi qui t'a marqué au Belize? C'est un tout petit pays qui présente différents paysages. Donc tu as de la jungle équatoriale, donc super intéressante avec des singes hurleurs. Donc tu peux aller dans un écologe et te faire réveiller par des singes, ce qui est assez extraordinaire. Tu as des temples mayas que tu peux visiter. Et tu as des plages fantastiques avec la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Donc tu peux faire de la plongée sous-marine. Et tout ça sur un petit pays d'Amérique centrale où tout le monde parle anglais. Donc pour moi, du coup, communiquer, et je me rappelle très bien d'un moment où on était perdu, et s'ils avaient parlé espagnol, c'était compliqué, mais comme ils parlaient tous anglais, ils m'ont donné la bonne direction pour aller retrouver mon chemin et finalement atterrir dans ce temple incroyable que nous cherchions. Donc le Belize, destination méconnue, mais très recommandée. Ça marche. Pour revenir à la question, c'est quel pays où tu voudrais justement vivre plus tard? En fait, j'y travaille. Ouais, t'as pas En encore fait, trop. Ouais, ok. j'y travaille. Enfin, la réflexion avance très fortement. Je pose les fondations, les bases. Pour l'instant, j'en parle pas, mais ou très peu. Mais je me dis qu'un jour, je repartirai. Mais c'est quoi les critères? Il te faut la plage, il te faut la montagne, il te faut la nature, ou il te faut une grosse mégalopole parce que y a plein de produits tech qui vont exploser C'est dans les prochaines sûr, années. c'est sûr. J'ai vécu étant petit en lisière de forêt et je me suis ennuyé comme un rat mort. Et donc c'est pas pour moi. J'aime beaucoup la nature pour m'y promener, mais de temps en temps. Donc je vais pas chercher quelque chose dans la nature, à proximité de la nature. Je suis quelqu'un de la ville. J'ai besoin de des vibrations de la ville, des interactions sociales. J'ai besoin des échanges humains parce que c'est ça qui m'a permis de grandir et d'accélérer ma croissance individuelle en Silicon Valley, d'être en présence de personnes plus intelligentes que moi et c'est ce que je recherche. Et puis j'ai besoin aussi d'un climat avec de la chaleur. Donc quand on était parti à San Francisco, en fait, c'était une espèce de carte, enfin de checklist, et puis après on a regardé comment ces ingrédients pouvaient se proposer un peu partout. Et je crois qu'il y a quelques destinations dans le monde qui correspondent un peu à ce que je recherche. Donc ça se prépare, ça se travaille, ça se mûrit. Ça marche. Non, mais c'est ok de pas savoir toujours, tu vois. Enfin, tu vois, hier j'étais en interview avec Jeremy Coleman, tu vois, et il me disait, bah, c'est quoi le next step pour toi, Christophe? Qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Et je lui ai répondu spontanément, bah, la même chose que quand j'étais petit, hein. Quand on me pose la question, bah, je sais pas, en fait. Et c'est ok, tu vois. Je vais trouver dans le chemin, tu vois. Mais par contre, je vais quand même tester de nouvelles choses. Je vais pas rester dans une case, tu vois, et me dire, bah, c'est ok, tu vois. Et c'est intéressant parce que je pense que on l'a touché à plusieurs reprises et ça fait partie des points communs entre l'agilité, le product management et grosso modo les personnes qui ont un growth mindset. C'est comment tu utilises ta curiosité. En fait, c'est comment tu mets en œuvre ça. Tu vas découvrir des choses nouvelles. Tu vas rajouter des pièces à ton puzzle. Et ça veut pas dire que le puzzle est fini en plus. Tu peux vraiment rajouter des pièces à ton puzzle. Tiens, c'est intéressant comme analogie, c'est qu'en fait, et si la vie finalement c'était qu'un grand puzzle avec une durée limitée, mais tu mets les pièces que tu veux à l'intérieur. Mais je vais même plus loin, tu vas même rigoler. Tu vois, ça fait 1 an que je poste sur LinkedIn. Et mes posts LinkedIn, c'est comme un puzzle, en fait.
Je parle de moi et de mes expériences, tu vois, et je partage. Parce que c'est un puzzle, en fait, que je cherche. Les gens, ils me disent, mais t'as pas de produit à vendre, qu'est-ce que tu fais? Tu postes, tu vas te barrer, c'est quoi le truc? Je poste parce que c'est un peu de thérapie, en fait, pour moi, développement personnel, tu vois. Et quand je parle d'un post, tu vois, je partage des choses, je sais que ça va toucher d'autres gens parce qu'ils l'ont vécu, en fait. Donc il y a ça, tu vois. Il y a aussi, bah, j'ai envie d'en parler parce que je pense que ça me fait du bien, tu vois, sur certains sujets. Et ouais, c'est comme un puzzle, en fait. Et quand je construis mon post, je fais comme la technique de Maud Alavès, hein. Mon brouillon, tu vois, il doit faire 6000 caractères. Après, je le supprime. Je supprime et je rajoute des bouts comme un puzzle, tu vois. Et après, ça fait moins de 3000 caractères, tu vois. Ouais, ouais. En fait, on ne sait pas exactement quelle est l'image finale du puzzle. Donc, on va chercher les pièces et puis après, on les assemble un peu comme on peut. Et peut-être que ça fera une image, peut-être que ça fera pas d'image, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on sera marré en allant chercher les Exactement. pièces. Qu'est-ce qu'on se marré? Mais c'est surtout, tu l'as dit tout à l'heure, quand t'es dans une pièce et que t'es le moins intelligent, tu vois, ou le moins avancé dans les objectifs que tu vises, tu vois, t'as deux solutions. Soit toi, tu te compares et du coup t'es dans l'ego, tu te dis bah, moi je suis une merde comparé à eux et c'est bon j'arrête, ça sert à rien, tu vois, enfin j'arriverai pas, tu vois. Ou soit tu te dis ah ces gens-là, tu vois, c'est un bulldozer, tu vois, c'est des brise-glaces, tu vois. Donc je vais les suivre, tu vois, et ça me donne de la force, ça me donne de la force et je vais avancer avec eux, tu vois, dans leur sillage. Et puis si je trouve un autre endroit, un petit fjord, bah, je vais faire mon chemin et c'est ok, tu vois. Mm. Deux réactions par rapport à ça. Quand je suis arrivé à San Francisco, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, introverti, j'avais du mal. Et l'environnement, la compétence, la qualité, etc. des uns et des autres a changé ma personnalité au plus profond. Donc maintenant, je suis quelqu'un de surextraverti et c'est vraiment grâce à l'entourage. Donc quand Mathieu Stéphanie dit qu'on est la moyenne des personnes qu'on côtoie, c'est vrai en fait. C'est très très vrai. C'est la première chose. Et la deuxième chose par rapport à ce que tu disais sur la pièce, si t'es dans une pièce et que t'es la personne la moins intelligente, bah t'as intérêt à y rester parce que tu vas apprendre des choses. Je dirais, il y a Marissa Mayer qui dit que si tu es la personne la plus intelligente dans la pièce, change de pièce. Et je suis tellement d'accord avec ça aussi. C'est-à-dire que à un moment, si c'est toi qui maîtrises le truc, tu pourras plus grandir, tu pourras aider les autres à grandir, mais toi tu pourras plus grandir. Et donc bah change de pièce, fais autre chose, pars, change de domaine, challenge-toi. Ouais, c'est pour ça que la citation, là, on est la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, tu vois. Et c'est ok, tu vois, de changer ces personnes-là Yes, absolument. fréquemment ou quand tu dis, bah, t'es le plus intelligent de la pièce, tu vois. Ouais, tout à Tu fait. vois, parce que quand on va finir le podcast sur ça, tu vois, comme tu dis, que ce soit tech, produit, objectif ou succès, tu vois. C'est l'humain, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen, toi, de progresser dans la vie, tu vois, de côtoyer de nouvelles personnes. Et de nouvelles personnes qui te challengent. Qui t'inspire, qui te challenge, qui te font grandir. Parce que pour qu'à la fin, quand la dernière seconde arrivera, qu'on puisse pas se dire finalement je n'ai fait que passer. Non, je suis passé, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai fait profiter autour de moi et j'ai servi à quelque chose. Faire du regret, la souffrance ultime. J'avais écrit ça dans la poche, j'étais fier de moi, de cette phrase. mais c'est vrai, tu vois, C'est regarde, vrai, c'est vrai. pour finir, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai retenu, t'as une excellente voiture, tu vois, tu dis que t'as une seconde chance, bah, c'est bon, hein. Tu vas plus gaspiller ton temps, en fait, tu vois, enfin, là, t'avances, toi, tu profites, tu vois. Mais moi, c'est pareil, tu vois. En fait, moi, j'aime bien les gens comme toi, Stéphane, et tous les gens que j'ai réseauté depuis un an sur LinkedIn et c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui pensent comme moi, tu vois, je les attire avec mon contenu aussi, mais ils pensent comme moi pas parce qu'ils sont d'accord avec mes idées, ils sont d'accord un peu avec mes valeurs et un peu où ils veulent aller plus tard, tu vois, pour atteindre leur objectif, tu vois. Et j'ai remarqué que tous ces gens-là, c'est des gens où ils se sont pris des grosses claques dans la gueule, en fait. Moi aussi, hein, j'ai pris une grosse claque dans la gueule, tu vois. Moi, j'ai eu un accident de moto, tu vois, comme toi, j'ai vu ma vie défiler en 2 secondes, tu vois. Et le pire, c'est quand j'ai surmonté cet incident, tu vois, il m'est arrivé encore des choses encore plus horribles, tu vois. Mais y a pas de leçon en fait. C'est juste, tu t'es relevé et maintenant t'avances et c'est bon quoi. Exactement. T'as plus de temps à perdre là. Enfin, ouais, c'est ça. Il y a plus de temps à perdre. L'élément le plus important, c'est quand tu te prends une claque comme ça, c'est de se relever. Voilà. Jusqu'au dernier coup du gong final à la fin des 12 rounds. Ouais. Tu te relèves. Après, pas de regret. Pas de Putain, regret. on finit le podcast en père Castor. Merci, Père Castor. Écoute Stéphane, c'était un plaisir. Comme d'hab, le podcast est trop court, mais bon, comme les gens commencent à le savoir, je vais bientôt lancer une chaîne YouTube. Et donc, je Chouette. partageais, et ça permettra justement d'avoir des podcasts plus longs. Mais c'est bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Avec grand Stéphane, plaisir. si on veut travailler avec toi, discuter avec toi ou te lire, c'est où? Comment on fait?
Alors, vous pouvez m'envoyer un pigeon voyageur ou plus facilement me retrouver sur LinkedIn, Stéphane Delbecq. Je poste sur LinkedIn tous les jours depuis maintenant après quasiment 2 ans et je réponds à tous les messages, tous les commentaires. Ça marche, Stéphane. Tu reviendras. Avec plaisir, si tu m'invites. Ouais. Merci Christophe. Allez, ciao. Ciao, ciao. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.